Alors, la princesse de Montpensier est une nouvelle publiée anonymement par Madame de Lafayette en 1662. L'action de cette nouvelle se situe durant la période historique du règne de Charles IX, soit un peu moins d'un siècle avant la création de l'œuvre littéraire. Une adaptation cinématographique a été tournée en 2010 sous le nom identique de La princesse de Montpensier par le réalisateur français Bertrand Tavernier. Le volume dont le privilège est pris le 27 juillet 1662 est achevé d'imprimer le 20 août de la même année. Sa rédaction remonte probablement à l'année précédente. Chaque page ayant été relue par Claude Favre de Vaugelas et sa publication est précipitée par la circulation de copies manuscrites. La nouvelle fait l'objet de 7 réimpressions de vivant de son auteur, qui reprennent le texte de l'édition de 1662 sans le modifier. Donc, les personnages principaux sont la princesse de Montpensier incarnée par Renée d'Anjou, fille de Nicolas d'Anjou, issue d'une branche bâtarde des rois de Naples, et de Gabrielle de Mareuil. Elle est née le 21 octobre 1550. Elle est la marquise de Mézières, la comtesse de Saint-Fargeau, la dame de Mareuil et de Villebois, et elle devient la duchesse de Montpensier après son mariage en 1566 avec François de Bourbon, qui est duc de Montpensier et dauphin d'Auvergne, avec lequel elle a pour fils Henri de Montpensier, qui est né en 1573. Duchesse père de Saint-Fargeau à partir de 1575, on donne parfois pour date de sa mort l'année 1597, mais il semble qu'elle soit morte dans la fleur de l'âge avant 1586. Le prince de Montpensier, François de Bourbon, né vers 1542, prince dauphin d'Auvergne, duc de Montpensier en 1582, il est le beau-père de la princesse de Clèves, il meurt en 1592. Le duc de Guise, Henri de Lorraine, duc de Guise, chef de file d'un puissant clan aristocratique, il s'imposera comme le principal défenseur de la foi et de la cause catholique face aux protestants. Le duc d'Anjou, quatrième fils du roi Henri II et de la reine Catherine de Médicis, il est le frère cadet du roi Charles IX et du futur roi Henri III. Le comte de Chabannes, fidèle ami du prince de Montpensier, le personnage est fictif. Donc, le prince François de Montpensier, le duc Henri de Guise, le duc Henri d'Anjou, la princesse de Montpensier compte dans l'édition originale 140 textes de 100 divisions. Aucune date n'est donnée dans la nouvelle, mais les indications temporelles telles que « après 2 années d'absence, la paix étant faite » permettent d'établir une chronologie. Pour Janine Hansom-Kreiter, il est possible de diviser le texte en 5 mouvements, le début et la fin constituant une sorte de prologue et d'épilogue. Le résumé. Si l'avertissement annonce des aventures inventées à partir de noms empruntés à l'histoire, l'ancrage historique de la nouvelle en constitue bien un aspect novateur. L'intrigue ponctuée de guerres successives conduit après l'exposition du mariage de l'héroïne en 1566 à la Saint-Barthélemy en 1572. Même si les dates sont rares, des événements historiques encore présents dans les mémoires servent de point de repère. Il s'agit par-delà l'histoire d'éclairer les motivations secrètes des plus hauts personnages, leur haine, qui se traduiront politiquement, sans l'effet de rivalité amoureuse et d'inscrire l'intrigue dans un contexte de violence, celui des guerres de religion. Dès la première phrase, le temps est donné. L'amour ne laissait pas de trouver sa place parmi tant de désordre et d'en causer beaucoup. À la guerre civile répond à la guerre intérieure, celle que la passion mène contre l'individu et qui trouve inéluctablement laisse entendre l'auteur une issue fatale. Chabannes, Madame de Montpensier. Car la nouvelle se veut clairement édifiante. Madame de Montpensier aurait été sans doute la plus heureuse des princesses si la vertu et la prudence eussent conduit toutes ses actions. Tels seront les derniers mots du texte, sa véritable morale. La conduite rigoureuse du récit connaît des variations de tempo pour s'attarder sur des grandes scènes. La rencontre sur la rivière, tissée d'éléments empruntés à l'imaginaire de la littérature médiévale, aventure extraordinaire qui parut aux deux ducs, une chose de roman, le ballet à la cour, la scène finale au château de Champigny, décor Renaissance savamment utilisé. Tout se joue au château, mais tout s'est définitivement noué à la cour, épisode central durant lequel disparaît Chabannes comme pour mieux signifier la vulnérabilité de la princesse. Sous des regards qu'on tente d'éviter, on suit l'abandon progressif de la princesse à sa passion destructrice. Dans les premiers temps de son mariage, en l'absence d'un mari parti à la guerre et qui ne lui portera quelques attentions.
sous la forme de la jalousie la plus violente, qu'au moment où il la verra désirée par d'autres, elle a cru pouvoir utiliser son inclination presque éteinte pour se garder de toute galanterie. Vanité de cette prétendue maîtrise de soi, souligne Madame de Lafayette. La princesse connaît la jalousie, avoue sans résister, éprouve quelque honte après coup. Introspection rétrospective ici limitée, mais qui deviendra essentielle dans La princesse de Clèves. Se perd pour un amant inconstant, expansive, elle se dit sans retenue, sa déchéance est inexorable. Pour que la toute-puissance de l'amour s'impose au lecteur, il fallait à Madame de Montpensier un double héroïque. Ce sera Chaban, le seul personnage inventé de toute pièce, hormis son nom. Plus âgé qu'elle, menteur victime de l'attention qu'il a portée à la princesse, confident qui essaie de resserrer les liens conjugaux, puis entremetteur par faiblesse. Il ne cesse de lutter inutilement avec une lucidité inentamée. C'est à lui que s'applique la phrase emblématique du texte, celle qui permet d'y voir l'illustration romanesque d'une loi morale. L'on est bien faible quand on est amoureux, la sentence frappe d'autant plus qu'elles sont ici relativement rares et que celle-ci est utilisée pour accélérer le récit, non pour le commenter. C'est à son propos également que le narrateur emploie les hyperboles les plus extrêmes. Donc une hyperbole, c'est une exagération, effet extraordinaire de la passion la plus extraordinaire du monde lorsqu'il devient entremetteur pour une femme qui rejette son amour, générosité son exemple, lorsqu'il permet la fuite de Guise pour le don de Guise pour sauvegarder celui qu'elle aime, bien que la passion le conduise à trahir Monsieur de Montpensier, son ami. Il est seul admirable et digne de pitié. Les autres ne sont que faiblesse, sans grandeur, sombre jalousie ou amour éphémère. Lui seul atteint au sublime, non dans l'impossible renoncement à l'amour, mais dans le sacrifice de soi. Avec lui culmine le pessimisme de l'œuvre. Quand la passion triomphe, l'héroïsme ne peut plus se conquérir que dans la défaite.